Introduction. La légende est sa plus grande fierté. Elizabeth Taylor a eu 7 maris, 2 Oscars et des diamants capables de faire la une des journaux à eux seuls. Mais elle a toujours affirmé que ce dont elle était le plus fière dans toute sa vie, c'était ses enfants. 4 enfants, 4 pères différents et 4 histoires que presque personne ne connaît vraiment dans leur intégralité. Une fille qui a perdu son père avant même de savoir parler. Un fils dont le mariage s'est effondré au cœur de l'une des crises les plus bouleversantes de l'ère du sida. Une enfant adoptée qui a passé ses premières années à se battre simplement pour pouvoir marcher. Ce que ces 4 enfants ont réellement traversé et ce qu'ils sont devenus, voilà l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. C'est aussi l'histoire du monde dans lequel ils sont nés. Car pour comprendre la vie de ces 4 enfants, il faut d'abord comprendre ce que signifiait vraiment grandir en étant l'enfant d'Elizabeth Taylor. Grandir chez les Taylor. La réalité de la célébrité et de la famille Taylor est née le 27 février 1932 à Londres, de parents américains. Sa famille s'est installée à Los Angeles au début de la Seconde Guerre mondiale, et quelques années plus tard, la jeune Elizabeth était déjà sous contrat avec la MGM. Hollywood ne l'a pas construite lentement, étape par étape. Elle est arrivée presque déjà formée, d'une beauté irréelle, et presque immédiatement célèbre. Lorsqu'elle est devenue mère pour la première fois, en janvier 1953, elle était déjà l'une des femmes les plus reconnaissables de la planète. Les caméras la suivaient partout. Les tabloïds écrivaient constamment sur elle, et les hommes de sa vie, ses maris, ses partenaires de tournage, ses amants supposés, faisaient presque toujours la une. Pour ses enfants, concrètement, cela voulait dire qu'ils n'ont jamais vraiment été des personnes privées. Dès leur naissance, ils ont été photographiés, commentés et définis par la célébrité de leur mère. Ils ont grandi dans des maisons à Los Angeles, en Suisse, en Angleterre, passant d'un pays à l'autre, d'une école à l'autre, d'un beau-père à l'autre, à un rythme qui aurait désorienté la plupart des enfants. Et pourtant, d'après les témoignages de ceux qui ont connu la famille, Taylor a réellement essayé de leur offrir quelque chose qui ressemblait à un foyer. William G. Mann, biographe qui a passé des années à étudier la vie de Taylor, s'est longuement entretenu avec son fils Christopher. Christopher lui a expliqué que Taylor protégeait ses enfants de façon que la presse ne racontait presque jamais. Elle les tenait autant que possible à l'écart du cirque médiatique. Elle ne les exhibait pas lors des premières et ne les utilisait pas comme accessoires de publicité. Quand elle était à la maison, elle était pleinement présente. Elle organisait des fêtes de Pâques avec de petits animaux dans le jardin. Elle préparait des anniversaires dont ses petits-enfants parleraient encore des décennies plus tard. Mais aucune maternité, aussi volontaire et aimante soit-elle, ne pouvait protéger totalement 4 enfants de la réalité de leur situation. Les figures paternelles changeaient, les écoles changeaient, les pays où ils vivaient changeaient, et le deuil, ce deuil particulier qui traverse les 4 histoires, a commencé très tôt. Pour l'un de ses enfants, il a commencé avant même qu'elle soit assez grande pour comprendre ce qu'était une perte. Lisa Todd, la fille qui a perdu son père avant de pouvoir le connaître. L'histoire des enfants d'Elizabeth Taylor n'est pas une seule histoire. Ce sont 4 histoires distinctes, chacune façonnée par une forme différente de perte. Et celle qui commence de la manière la plus brutale, avec un crash dans le désert du Nouveau-Mexique, appartient à une petite fille nommée Lisa Todd. Elizabeth Frances Todd est née le 6 août 1957. Depuis l'enfance, on l'appelait simplement Lisa. Son père était Mike Todd, le 3e des 7 maris d'Elizabeth Taylor, et selon presque tous les récits, le grand amour de sa vie jusqu'à ce moment-là. Mike Todd n'était pas un homme discret. C'était un producteur hollywoodien à la personnalité immense. L'homme derrière le film oscarisé Le Tour du monde en 80 jours. Il avait 25 ans de plus que Taylor, était tapageur, extravagant et totalement dévoué à elle. Taylor décrira plus tard leur relation avec une tendresse douloureuse, expliquant qu'auprès de lui, son estime d'elle-même semblait s'élever. Il ne lui a pas demandé de l'épouser. Il lui a dit qu'elle allait l'épouser et elle a trouvé cela irrésistible. Ils se sont mariés le 2 février 1957 à Acapulco. Taylor était déjà enceinte de Lisa. Lorsque Lisa est née en août, la famille a semblé enfin avoir trouvé une forme de stabilité. Todd était au sommet de sa carrière. Taylor tournait des films, collectionnait les bijoux et parcourait le monde aux côtés d'un homme qui l'adorait sincèrement. Lisa était leur fille, leur unique enfant ensemble,
et tout indique qu'elle était profondément chérie. Elle avait 7 mois lorsque son père est mort. Le 22 mars 1958, Mike Todd est monté à bord de son avion privé, un Lockheed Lodestar bimoteur qu'il avait baptisé Lucky Lee's pour un vol entre la Californie et New York. Taylor voulait partir avec lui. Elle le lui avait demandé à plusieurs reprises, mais elle était enrhumée et Todd avait insisté pour qu'elle reste à la maison et se repose. Quelques heures seulement avant le décollage, il était au téléphone avec des amis, décrivant l'avion comme parfaitement sûr et plaisantant avec eux. L'appareil s'est écrasé près de Grants, au Nouveau-Mexique. Une panne moteur combinée à du givre en haute altitude et à un avion surchargé l'a envoyé hors de contrôle. Toutes les personnes à bord sont mortes. Mike Todd avait 50 ans. Taylor en avait 26 et elle se retrouvait veuve avec un bébé de 7 mois et 2 autres jeunes enfants issus de son mariage précédent. Elle décrira plus tard le moment où on lui a annoncé la nouvelle comme un effondrement physique incontrôlable. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle criait. Pendant les semaines qui ont suivi, elle disait que jouer était la seule chose qui lui permettait de fonctionner, le seul moment où elle pouvait laisser le chagrin suffisamment loin pour traverser la journée. Lisa, bien sûr, était trop petite pour se souvenir de quoi que ce soit. Elle grandirait en ne connaissant son père qu'à travers des photos et les souvenirs des autres. Elle serait élevée principalement par sa mère, puis par son beau-père Richard Burton, qu'il a adopté en 1964 lorsqu'il a épousé Taylor. Burton est devenu la figure paternelle qu'elle n'avait pas, et tout semble indiquer qu'il a pris ce rôle très au sérieux. Mais le rapport de Lisa à la vie que menaient moins ses parents était compliqué. Elle a grandi sur des plateaux de tournage et dans des internats en Suisse. Elle a passé des années à regarder sa mère devenir l'une des femmes les plus commentées au monde, tout en essayant de construire une identité privée qui lui appartienne. Liza était silencieuse là où sa mère était volcanique. Elle n'était pas attirée par la performance, mais par la forme, les objets, les lignes, le silence particulier de l'atelier d'un sculpteur. Elle a étudié au Hornsey College of Art à Londres et à l'Art Institute de Los Angeles. Elle est devenue une sculptrice accomplie, particulièrement reconnue pour ses œuvres équestres. Ses représentations de chevaux célèbres, dont une pièce remarquée consacrée au champion secrétariat, ont été exposées aux États-Unis et en Europe. Elle vit depuis de nombreuses années dans le nord de l'État de New York, largement à l'écart de la presse, dans une existence qui ne ressemble en rien à celle dans laquelle elle est née. En 1984, Liza a épousé le peintre Ap Ty. Ils ont eu 2 fils, Quinn, né en 1986, et Rhys, né en 1990. Le mariage a duré près de 2 décennies avant leur divorce en 2003. Ces dernières années, Quinn est devenu l'un des membres les plus visibles de la famille Taylor. Il est administrateur de l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation et a parlé avec émotion de l'héritage de sa grand-mère et des valeurs qu'elle a transmises à sa famille. L'histoire de Liza est celle d'une survie discrète. Elle a perdu son père avant de pouvoir le connaître, a grandi au cœur d'une tempête médiatique qu'elle n'avait jamais demandée et s'est construit une vie dans l'art, loin de la célébrité. Elle a tenu bon, elle a créé, et elle l'a fait presque entièrement en dehors des projecteurs qui avaient consumé sa mère, Michael Wilding Jr. Le fils aîné est la vie qu'il a bâtie loin d'Hollywood. Mais si l'histoire de Lisa est celle d'une perte silencieuse, l'histoire des 2 garçons nés avant elle est tout autre. Et elle commence par un mariage qui était presque terminé avant même d'avoir réellement commencé. Michael Howard Wilding Jr. est né le 6 janvier 1953 à Santa Monica, en Californie. Il a été le premier enfant qu'Elizabeth Taylor a tenu dans ses bras. Son père était Michael Wilding, un acteur britannique charmant et doux, que Taylor a épousé en février 1952, alors qu'elle avait 19 ans. Ce mariage n'a jamais été une relation équilibrée. Taylor dira plus tard qu'elle y cherchait le calme et la tranquillité de l'amitié, un refuge contre la violence permanente d'Hollywood. Wilding, de son côté, espérait que ce mariage aiderait sa carrière, qui commençait à s'essouffler. Il avait 16 ans de plus que Taylor, et l'écart d'âge est devenu de plus en plus visible à mesure qu'elle gagnait en assurance et que lui devenait plus incertain. Lorsque Michael Jr. a été assez grand pour marcher, ses parents étaient déjà en train de s'éloigner. Quand Taylor est parti au Texas en 1955 pour tourner Géant, l'épopée de George Stevens avec James Dean et Rock Hudson, le mariage était déjà terminé dans les faits, même s'il existait encore sur le papier.
Un magazine à scandale a publié un article affirmant que Wilding avait reçu des femmes dans la maison familiale pendant son absence. Taylor et Wilding ont annoncé leur séparation en juillet 1956. Le divorce a été prononcé en janvier 1957. Michael Jr. avait 4 ans. Il a passé son enfance comme les 4 enfants de Taylor, entre l'Europe, la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Des écoles avec des langues différentes et des règles différentes. Un père présent mais diminué, et une mère présente mais entourée d'une vie de plus en plus célèbre. On ne l'a pas poussé vers le métier d'acteur. Taylor a gardé ses enfants à l'écart de la presse autant qu'elle le pouvait, et pendant une grande partie de son enfance, Michael Jr. a mené une vie plus discrète que son nom ne l'aurait laissé penser. Il a pourtant fini par entrer dans l'industrie, presque inévitablement, dans les pas de sa mère. Michael Jr. et son frère cadet Christopher ont fait leurs premières apparitions à l'écran dans le film de leur mère La Mégère apprivoisée, sorti en 1967, aux côtés de son mari de l'époque, Richard Burton. C'était une petite chose, de simples apparitions, mais c'était un début. Dans les années 1980, Michael Jr. a eu une carrière d'acteur modeste, mais bien réelle. Il est apparu dans le feuilleton américain Guiding Light de 1985 à 1988 dans le rôle de Jackson Fremont. Il a eu un rôle dans Dallas en 1989 et la même année, il a partagé l'écran avec sa mère dans le téléfilm Sweet Bird of Youth. Ce n'était pas des rôles qui vous plaçaient en couverture des magazines, mais c'était un vrai travail et Michael semblait le prendre au sérieux. Sa vie personnelle à cette période était compliquée. Il avait épousé Beth Clutter en 1970 et ensemble, ils ont eu une fille, Leila, en 1971. Mais ce mariage ne s'est pas maintenu comme une cellule familiale traditionnelle. Il a eu une deuxième fille, Naomi, en 1975, avec une autre partenaire, Johanna Likedan. Et pendant un temps, Michael, Beth et Johanna ont vécu ensemble dans une organisation proche d'une communauté. C'était inhabituel à tous points de vue et le genre de détails qui attirait le regard des tabloïds, même si Michael a largement réussi à rester hors des gros titres pendant cette période. En août 1982, il a épousé sa troisième compagne, Brooke Palance, fille de l'acteur oscarisé Jack Palance. Ils ont eu un fils, Tarquin Wilding, né en 1989. Tarquin a ensuite travaillé dans le cinéma et est devenu l'un des membres de la famille les plus engagés dans la célébration de l'héritage de sa grand-mère. Il a déclaré au magazine Town & Country en 2017 qu'il pensait souvent à la chance qu'il avait eue de naître dans cette famille. Une famille folle, selon ses mots, mais aussi profondément attentionnée et sensible. Michael Jr. a finalement quitté la comédie pour la sculpture. Il tient une galerie où son travail reflète son intérêt pour le monde naturel, la terre, le vent, l'eau et les formes qu'il laisse derrière eux. Il s'est installé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, très loin de l'Hollywood qui a rendu le nom de sa mère célèbre, et très loin aussi de la réserve britannique de son père. Sa fille Naomi a parlé dans l'émission Today Show en 2021 de la grand-mère dont elle se souvenait. Elle a décrit Elizabeth Taylor comme une femme qui se sentait réellement responsable des jeunes générations de la famille, quelqu'un qui voulait transmettre des valeurs, pas seulement des diamants. L'histoire de Michael Jr. est plus douce que certaines de celles qui suivent. Il a connu les bouleversements et l'instabilité, ceux qui accompagnent une enfance dans une famille toujours en mouvement. Mais il a fini par trouver son équilibre. Christopher Wilding, le fils qui a épousé une crise. L'histoire de son frère Christopher, de 2 ans son cadet, est née le jour même de l'anniversaire de Taylor, et celle qui porte le plus de poids et le plus de chagrin parmi toutes les histoires des enfants. Christopher Edward Wilding est né le 27 février 1955, exactement à la même date que sa mère. Elizabeth Taylor a eu 23 ans le jour où Christopher est venu au monde. Il était son 3e enfant en moins de 3 ans, et au moment de sa naissance, les fissures dans son mariage avec Michael Wilding étaient déjà visibles. Comme son frère, Christopher a passé ses premières années sous la garde de nourrice, tandis que Taylor affrontait les exigences d'une carrière cinématographique qui s'accélérait rapidement. Il était plus calme que son frère, moins attiré par la performance, plus adapté aux choses techniques et précises. Il a trouvé sa carrière, non pas devant la caméra, mais derrière elle, dans le département du son, en travaillant sur de grandes productions hollywoodiennes. On retrouve son nom au générique de films comme
Tombstone, Overboard et The Shadow. C'était un travail stable, qualifié, à distance du glamour, et cela semblait parfaitement lui convenir. Comme Michael Jr., il est apparu enfant dans La Mégère apprivoisée, puis a fait quelques autres brèves apparitions comme acteur, mais l'industrie ne l'a jamais absorbé comme elle avait absorbé le nom Taylor. Il s'est tourné vers le travail technique et y est de rester avant de s'installer à Calabasas, en Californie, avec sa deuxième épouse, Margaret Carlton, elle-même superviseuse du montage sonore. Mais entre cette vie adulte discrète et l'enfance passée à changer de pays, se trouve un mariage qui est devenu l'une des histoires les plus dramatiques d'une famille qui n'en manquait déjà pas. En 1981, Christopher Wilding a épousé Eileen Getty. Eileen Getty n'était pas simplement une jeune femme riche. Elle était la petite fille de J. Paul Getty, le magnate du pétrole décrit dans les années 1960 comme l'homme le plus riche du monde. Elle était la fille de John Paul Getty Jr. et la sœur cadette de John Paul Getty III, célèbre pour avoir été enlevé à Rome en 1973 à l'âge de 16 ans, puis détenu pendant 5 mois, jusqu'à ce qu'une partie de son oreille soit envoyée à un journal pour prouver que ses ravisseurs étaient sérieux. La famille Getty portait une richesse extraordinaire et des blessures extraordinaires dans des proportions égales. Eileen et Christopher se sont enfuis pour se marier dans une chapelle sur le Sunset Strip en août 1981. Leurs parents étaient au courant. Elizabeth Taylor comme la famille Getty avaient été informés. Mais la cérémonie était volontairement petite, privée, réservée à 2 jeunes gens qui voulaient s'appartenir sans tout le cirque autour. Ce qui a suivi, ce sont 7 années de plus en plus difficiles à traverser. Ils ont eu 2 fils, Caleb, né en 1983, et Andrew, né en 1985. Après avoir eu des difficultés à concevoir, le couple avait adopté Caleb, puis Eileen était tombée enceinte d'Andrew peu après. La famille semblait trouver sa forme. Puis en 1985, Eileen a reçu un diagnostic qui a tout changé. Elle a été testée positive au VIH. Nous étions en 1985. L'épidémie était encore assez nouvelle pour que très peu de gens comprennent ce qu'un tel diagnostic signifiait pour l'avenir d'une jeune femme. Et la stigmatisation était presque totale. Eileen décrira plus tard la période qui a immédiatement suivi comme un effondrement complet. Elle s'est confiée à Elizabeth Taylor, sa belle-mère, avant d'en parler à presque qui que ce soit d'autre. Taylor se rendait alors à Paris dans son rôle de présidente de l'American Foundation for AIDS Research et elle avait emmené Eileen avec elle. C'est pendant ce voyage qu'Eileen a évoqué pour la première fois la possibilité d'être infectée. Taylor a organisé un test. Le résultat était positif. Eileen dira plus tard, avec une honnêteté frappante, qu'elle a d'abord caché à Christopher la façon dont elle avait contracté le virus. Elle a d'abord prétendu que cela venait d'une transfusion sanguine. Ce n'est que plus tard qu'elle a révélé qu'elle l'avait contracté au cours d'une relation extra-conjugale. Cette révélation a mis fin au mariage. Christopher a demandé le divorce et, en 1987, la séparation était officielle. Il a obtenu la garde principale de leur fils. Les années d'Eileen après le mariage ont été extraordinairement difficiles. Elle a lutté contre la dépendance à la cocaïne et à l'alcool et a été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle dira plus tard avoir tenté 7 fois une prise en charge en institution, avoir subi 12 séances d'électrochoc et avoir connu 7 fausses couches au cours de sa vie. Elle décrira cette période comme toute une vie passée à essayer de mourir pour être aimée. Ses enfants lui ont été retirés pendant un temps alors qu'elle cherchait à se soigner. Elle les a perdus, puis s'est battue pour les récupérer. Ce qui est remarquable, véritablement remarquable, c'est ce qu'Elizabeth Taylor a fait pendant tout cela. La plupart des belles-mères, lorsqu'un mariage se termine si douloureusement dans de telles circonstances, prennent leur distance. Taylor ne l'a pas fait. Elle est restée proche d'Eileen. Elle l'a soutenue publiquement et en privé. Eileen a continué à l'appeler maman même après le divorce. En 2014, Eileen a reçu l'Elizabeth Taylor Leadership Award lors d'une levée de fonds contre le sida et des membres des familles Getty et Wilding étaient réunis dans le public. Le travail de Taylor comme militante contre le sida, sa participation à la création de l'AMFAR, l'American Foundation for AIDS Research en 1985, puis la création de l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991, ont été directement façonnés par ce qu'elle avait vu chez sa propre belle-fille.
Le personnel et le politique sont devenus la même chose, parce que la maladie était d'abord entrée par la porte de sa propre maison. Christopher, de son côté, s'est reconstruit discrètement. Ses fils, Caleb et Andrew, ont grandi en sachant ce que leur mère avait traversé, et ils ont parlé avec prudence et une complexité évidente de ces années. Caleb a été photographié aux côtés de sa mère lors de galas et de collectes de fonds liés au VIH et au sida. Andrew s'est tourné vers le cinéma. Christopher lui-même a finalement trouvé la stabilité qu'il cherchait auprès de sa seconde épouse, Margaret Carlton. Leur fils Lowell est né en 1992. Il a parlé de la préservation des archives de sa grand-mère et de la transmission de son héritage, confiant à l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation qu'il avait toujours été impressionné par le bien qu'elle avait réussi à accomplir. Christopher a donné l'une des interviews les plus révélatrices sur sa mère après sa mort, en 2011. Il a raconté au Hollywood Reporter que Taylor laissait ses enfants jouer avec ses Golden Globes quand ils étaient petits, mais pas avec ses Oscars. Les Oscars étaient protégés. Après sa mort, Christopher a récupéré son premier Oscar, celui qu'elle avait remporté pour Butterfield 8. Il a dit qu'il le gardait fièrement sur une étagère de son salon. Il a ajouté que les gens avaient parfois tendance à négliger le véritable talent d'actrice de Taylor à cause de son apparence, et qu'elle méritait qu'on se souvienne d'elle pour son travail. Maria Burton, la fille que personne n'attendait et son combat pour marcher. Tout cela, le mariage avec Eileen, la crise qui a suivi, le divorce, les fils, la reconstruction, se déroulait à peu près au même moment où la plus jeune membre de la famille traversait quelque chose de complètement différent. Une enfant arrivée dans la famille avec presque rien et qui a dû se battre physiquement simplement pour se tenir debout. Maria Burton Carson est la plus jeune des 4 enfants d'Elizabeth Taylor. Elle n'est pas née dans la famille. Elle a été trouvée par elle. Ou peut-être serait-il plus juste de dire que Taylor l'a trouvée de cette manière très particulière dont Taylor faisait beaucoup de choses dans sa vie, guidée par l'instinct et absolument certaine de faire ce qu'il fallait. Maria est née le 1er août 1961 à Munich, en Allemagne. Son nom de naissance était Maria Hélène Elisabeth. Sa mère biologique, Gertrude, souffrait de troubles de santé mentale, et son père biologique, Walter, faisait face à de graves difficultés financières. Peu après sa naissance, Maria a été placée en adoption. Ce qui rendait sa situation plus urgente, ce qui, aux yeux de Taylor, rendait impossible de détourner le regard, c'est que Maria était née avec une grave malformation congénitale de la hanche. Ses articulations de la hanche ne s'étaient pas formées correctement, et sans intervention médicale importante, elle ne pourrait pas marcher normalement. Certaines sources avancent qu'elle a finalement dû subir plus de 20 opérations. Taylor avait commencé le processus d'adoption alors qu'elle était encore mariée à son 4e époux, le chanteur Eddie Fisher. Le rôle de Fisher dans la vie de Taylor est une histoire à lui seul. Il avait été le meilleur ami de Mike Todd, le mari que Taylor avait perdu dans l'accident d'avion, et Taylor reconnaîtra plus tard que le deuil l'avait poussé dans les bras de Fisher d'une manière qui n'était pas totalement rationnelle. Ils se sont mariés en mai 1959, et même si ce mariage n'a donné aucun enfant biologique, Taylor était déjà en train de faire entrer Maria dans la famille. Lorsque Taylor et Fisher ont divorcé en mars 1964, l'adoption n'était toujours pas légalement finalisée. Puis Richard Burton est entré en scène, et tout a changé. Taylor était tombée amoureuse de Burton sur le tournage de Cléopâtre en 1962. Leur liaison était si explosive et si publique que le Vatican a publié une déclaration les condamnant pour ce qui fut qualifié de vagabondage érotique, et des membres du Congrès américain ont même posé la question de savoir si les 2 acteurs devaient être autorisés à revenir aux États-Unis. Rien de tout cela ne les a arrêtés. Ils se sont mariés en mars 1964, 10 jours après la finalisation du divorce de Taylor avec Fisher, lors d'une cérémonie privée à Montréal. Burton a adopté Liza Todd et Maria Burton dans le cadre de cette nouvelle famille, et c'est Burton qui a aidé Taylor à mener à son terme le processus qui a permis de ramener Maria auprès d'eux. Maria avait environ 3 ans lorsque l'adoption a été officialisée. La réaction de Taylor lorsqu'elle a appris l'état de santé de Maria avant la finalisation de l'adoption a été largement citée. Quand on lui a expliqué la gravité du problème de hanche, elle aurait dit qu'elle voulait cet enfant d'autant plus,
parce qu'elle sentait qu'elle pouvait faire quelque chose pour l'aider. Ce genre de phrase pourrait sembler sentimentale, mais les années qui ont suivi ont prouvé qu'il ne s'agissait pas de simples paroles. Taylor et Burton ont veillé à ce que Maria reçoive les meilleurs soins médicaux possibles, l'accompagnant opération après opération, restant auprès d'elle pendant des convalescences qui auraient brisé bien des adultes. Taylor était présente. Elle s'impliquait directement. Elle s'assurait que l'enfance de Maria, malgré les hôpitaux et les interventions, contienne autant de chaleur et de stabilité que possible. Maria a grandi dans une famille constamment en mouvement, entre leur maison de Californie, une maison en Suisse, et les lieux où Burton et Taylor tournaient. Malgré le glamour entourant la famille, elle a été tenue autant que possible à l'écart de la presse. Elle a fréquenté des écoles privées. On ne l'a pas poussée vers le métier d'actrice ni vers le mannequinat, même si elle a brièvement essayé les deux lorsqu'elle était jeune. À l'adolescence et dans sa vingtaine, Maria s'est intéressée à la mode et au mannequinat, puis elle a lancé une agence de talent avec son premier mari, Steve Carson, qu'elle a épousé au début des années 1980. Ensemble, ils ont eu une fille, Elizabeth Carson, surnommée Elisa, née en 1982. Elisa a parlé avec chaleur de sa grand-mère dans des interviews, évoquant les étés passés chez Taylor et l'empreinte que celle-ci a laissée sur elle dans les années précédant sa mort. Le mariage avec Steve Carson a duré jusqu'à la fin des années 1990, mais s'est terminé avant 2000. Au début des années 2000, Maria s'est remariée avec un homme nommé Tom Mackion, avec qui elle a eu un fils, Richard, né vers 2001. Ce second mariage s'est lui aussi terminé dans la difficulté. En 2004, Maria a demandé une ordonnance restrictive contre Mackion et est partie avec son jeune fils se réfugier chez Taylor, à Bel Air. Le biographe de Taylor, William G. Mann, a décrit la réaction de Taylor comme caractéristique d'elle. Elle est devenue une présence protectrice pour sa fille, a pris le parti de Maria et a supporté les critiques qui allaient avec, y compris les déclarations publiques de Mackion, affirmant que Taylor avait utilisé sa célébrité pour s'immiscer dans le mariage. Taylor ne s'est pas défendue publiquement. Elle est simplement restée aux côtés de sa fille. Maria vit depuis de nombreuses années dans l'Idaho. D'après tous les récits disponibles, c'est une personne discrète, créatrice de vêtements, philanthrope, quelqu'un qui soutient l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation sans chercher à attirer l'attention. Sa vie est aussi éloignée du tapis rouge qu'une vie peut l'être, tout en restant liée à l'une des familles les plus mythifiées d'Hollywood. Elle est aussi l'enfant dont les débuts sont peut-être, d'une manière silencieuse, les plus remarquables. Elle est venue au monde avec un corps fragile, sans famille et sans certitude quant à son avenir. Elle a été trouvée par une femme qui ne cherchait pas un autre enfant, mais qui l'a accueilli quand même. Elle a subi plus de 20 opérations avant l'âge adulte, puis elle a construit une vie qui lui appartient, privée, utile et vécue selon ses propres règles. Le poids d'être les enfants d'Elizabeth Taylor. Mais le poids d'être l'enfant d'Elizabeth Taylor ne s'arrête pas à chacune de ces 4 personnes individuellement. Ils continuent de vivre dans ce qu'elles portent encore aujourd'hui et dans ce qu'elles ont dû porter seules après la mort de Taylor, lorsque le monde continuait à demander ce que signifiait vraiment son héritage. Il existe une pression particulière lorsqu'on est l'enfant d'une icône. Ce n'est pas seulement une question de célébrité, de richesse ou d'attente de marcher dans les pas d'un parent célèbre, c'est une question d'identité. Qui êtes-vous lorsque le monde a déjà une idée très précise de ce que vous devriez être? Les 4 enfants de Taylor ont affronté cette question de manière différente et tous les 4 ont trouvé des réponses que leur mère, malgré tout son amour, ne pouvait pas leur donner. Ils ont dû les trouver eux-mêmes. Pour Michael Jr., la réponse a fini par être la sculpture. Il avait passé des années dans l'industrie, des années dans des feuilletons, des années sur des plateaux. Puis, à un moment donné, il s'en est éloigné pour aller vers quelque chose de plus silencieux, vers le langage de la forme plutôt que celui de la performance. Il a décrit son travail dans des termes presque méditatifs, les formes qui apparaissent lorsque la terre, le vent et l'eau façonnent l'environnement au fil du temps. C'est l'opposé du monde dans lequel il est né. Pour Christopher, la réponse a été le département du son, le travail technique et précis qui consiste à construire le paysage sonore d'un film, plutôt qu'à être vu à l'écran. Il a travaillé pendant des décennies sur de grandes productions hollywoodiennes, sans faire l'objet du moindre portrait dans un magazine de divertissement. Il a élevé ses fils. Il s'est reconstruit après la crise de son premier mariage.
Il a continué d'avancer. Pour Lisa, la réponse a été les chevaux, le bronze et le nord de l'État de New York. Elle a dit en interview qu'elle avait aimé grandir sur les plateaux de sa mère, mais qu'elle n'avait jamais voulu y être le sujet principal. La vie d'actrice, l'exposition, le jugement, la surveillance constante, tout cela était incompatible avec la personne qu'elle était. La sculpture lui a donné une forme d'expression qui lui appartenait pleinement, qui n'était ni héritée ni comparée. Pour Maria, la réponse a simplement été de disparaître presque entièrement du récit public, de vivre dans l'Idaho, d'élever ses enfants et de faire son travail sans avoir besoin que le monde la regarde. Ce que les quatre partagent, c'est une relation avec leur mère qui, d'après tous les témoignages disponibles, était authentique et proche. Ce n'est pas toujours le cas avec les parents célèbres. Il existe beaucoup d'enfants de légende qui passent des décennies en thérapie à démêler les blessures d'avoir été considérés comme des accessoires de célébrité. Les enfants de Taylor, eux, parlent d'elle avec une chaleur constante et précise. Ils se souviennent de moments particuliers. Ils se souviennent de son rire. Ils se souviennent de la manière dont elle transformait les fêtes en événements, et non en obligations. Naomi, la fille de Michael Jr., a dit que sa grand-mère ressentait une profonde responsabilité envers les jeunes générations. Pas seulement de l'affection, mais un engagement actif à transmettre quelque chose de réel. Christopher a gardé son Oscar sur son étagère et disait qu'il était ravi de le posséder. Quinn, le fils de Liza, porte son militantisme dans une nouvelle génération à travers son travail avec l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Elisa, la fille de Maria, a décrit des étés entiers passés avec sa grand-mère et l'influence qu'a eue sur elle la conviction de Taylor selon laquelle défendre ce qui est juste n'était pas une option. Barbara Berkowitz, avocate de Taylor et co-administratrice de longue date, a déclaré qu'en plus de 20 ans passés auprès d'elle, il n'y avait jamais eu de fête sans la famille présente. Taylor était le ciment. Elle y tenait. Elle voulait ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants dans la même pièce, partageant les repas, partageant du temps. Compte tenu de la dispersion géographique et des différences de tempérament dans la famille, cela demandait un réel effort de sa part. Le dernier acte et l'héritage qui demeure Elizabeth Taylor est morte le 23 mars 2011 à Los Angeles d'une insuffisance cardiaque congestive. Elle avait 79 ans. Elle était malade depuis des années. Sa santé avait été une crise récurrente tout au long de sa vie adulte. A commencé par une pneumonie presque mortelle en 1961, qui avait nécessité une trachéotomie et avait même conduit certaines agences de presse à annoncer sa mort prématurément. Elle avait survécu à des opérations de la hanche, du dos, à une tumeur au cerveau en 1997 et à des décennies de dépendance aux médicaments commencés avec les blessures physiques accumulées pendant ces années de tournage. Au moment de sa mort, son corps avait traversé plus que la plupart des gens ne pourraient l'imaginer, mais son esprit, d'après tous les témoignages, est resté vif et aimant jusqu'à la fin. Ses 4 enfants ont été prévenus. À différents moments des années précédentes, ils s'étaient tout rassemblés autour d'elle. Ils avaient dit ce qui devait être dit. La famille qu'elle avait maintenue unie à travers 7 mariages, 4 pères différents, une douzaine de pays, une crise du sida, des divorces, des opérations et un crash d'avion au-dessus du Nouveau-Mexique était toujours debout. Après la mort de Taylor, la question de sa succession et de son héritage est très vite devenue publique. Sa fortune a été largement estimée à environ $1,5 milliard, accumulée au fil d'une vie de contrats cinématographiques, d'acquisition de bijoux et de vente de parfums. Elle était devenue la 2e célébrité de l'histoire, après Sophia Loren, a lancé sa propre marque de parfum, et son parfum White Diamonds à lui seul a généré des centaines de millions de dollars de revenus. Son patrimoine a été réparti principalement entre ses 4 enfants et les fondations qu'elle avait créées. L'Elizabeth Taylor AIDS Foundation, fondée en 1991 pour fournir une aide directe aux personnes vivant avec le VIH, est devenue l'un des principaux moyens par lesquels ses descendants ont poursuivi son travail. Ce qui frappe lorsqu'on regarde les vies de ces 4 enfants, c'est la manière très différente dont chacun a choisi de porter cet héritage. Les 3 enfants de Michael Jr., Leila, Naomi et Tarquin, sont tous impliqués dans la fondation. Tarquin a parlé en interview du sentiment de responsabilité partagé par la famille envers cette cause.
décrivant leur grand-mère comme une femme qu'ils admiraient tous pour ce qu'il appelait sa générosité sans limite. Il est aussi cinéaste et passionné de moto. Quelqu'un qui a hérité de son appétit pour la vie et l'a traduit dans une autre tonalité. Lowell, le fils de Christopher, a parlé de la création d'archives, d'un lieu physique et permanent consacré à la vie et au travail d'Elizabeth Taylor, quelque chose qui survivrait à la génération qu'il a connue personnellement. Il a confié à l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation qu'il voulait honorer non seulement sa célébrité, mais le bien concret qu'elle avait fait, les combats qu'elle avait choisis lorsqu'il était dangereux de les choisir. Quinn, le fils de Lisa, est sans doute le petit-fils le plus publiquement engagé dans la lutte contre le sida. Il a été crédité comme producteur exécutif du documentaire HBO Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, diffusé en 2024, qui s'appuie sur des heures d'enregistrement audio inédits réalisés par Taylor au début des années 1960. Dans ces enregistrements, elle parlait avec franchise de ses mariages, de ses peurs, de ses enfants et de la manière dont elle se percevait. Le documentaire a offert au public une version de Taylor qu'il n'avait jamais vraiment entendue auparavant. Introspective, drôle, incertaine sur des choses qui avaient toujours semblé évidentes de l'extérieur. Elisa, la fille de Maria, travaille dans le social à Manhattan, au sein des services de protection de l'enfance. Elle a dit en interview que sa grand-mère défendait toujours ce qui était juste et qu'elle essayait de faire la même chose à sa manière. Il y a quelque chose de discrètement extraordinaire dans le fait que la petite fille de l'une des femmes les plus photographiées du XXe siècle passe ses journées à protéger des enfants vulnérables, à New York, largement inconnus et tranquilles, en portant quelque chose qui n'a rien à voir avec le glamour. Voilà les personnes que sont devenues les enfants d'Elizabeth Taylor et celles que ses petits-enfants deviennent à leur tour. Ce sont des sculpteurs, des monteurs sons, des cinéastes, des travailleuses sociales et des militants. Des personnes nées dans des circonstances extraordinaires qui ont pour la plupart construit des vies ordinaires sans s'en excuser. Les 4 enfants eux-mêmes vieillissent désormais. Michael Jr. est né en 1953, il a donc un peu plus de 70 ans. Christopher est né en 1955, Lisa en 1957, Maria en 1961. Ils ont survécu aux mariages qui les ont vus naître. Ils ont survécu au scandale des tabloïds, aux chroniques mondaines et aux couvertures de magazines. Certains ont survécu à leurs propres années les plus dures, et tous portent, chacun à leur manière, la marque de ce que signifiait être élevé par quelqu'un qui, quoi qu'elle ait été par ailleurs, était farouchement attachée à ses enfants. Taylor avait ses défauts. Elle n'était pas toujours présente. Elle était parfois submergée par sa propre vie. Mais elle revenait toujours. Elle maintenait la famille unie. Elle laissait sa porte ouverte. Quand on regarde à nouveau la photo de 2007, Taylor au centre, ses 4 enfants autour d'elle, elle n'a plus tout à fait la même apparence qu'au début de cette vidéo. On peut maintenant voir ce que chacun de ces visages contient. On sait que le fils aîné a passé des années à construire une vie hors des projecteurs. Que le second fils est entré par son mariage dans une crise familiale qui a fini par contribuer à l'une des campagnes de défense médicale les plus importantes de l'histoire américaine. Que la fille aînée a grandi sans père avant de pouvoir le connaître et a trouvé sa voie non pas dans la performance, mais dans le bronze et la pierre. Que la plus jeune fille a traversé plus de 20 opérations lorsqu'elle était enfant, avant de disparaître dans une vie calme qu'elle s'est choisie dans l'Idaho. Et peut-être peut-on alors comprendre ce que Taylor voulait dire lorsqu'elle affirmait que ses enfants étaient sa plus grande fierté. Pas les Oscars, pas les diamants, pas les mariages, pas les contrats à 1 million de dollars, ni les bijoux offerts par Burton, ni les films qui l'ont rendu immortel. Les enfants. Toujours les enfants. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Ils ont reçu des privilèges extraordinaires et des complications extraordinaires dans le même souffle. Ils ont dû comprendre ce qui relevait de l'un ou de l'autre et quoi faire avec les deux. Ils sont peut-être encore en train de le comprendre. Tous les 4 sont encore en vie. Ils portent encore ce nom de façon différente. Ils restent liés à la femme qui l'a rendu célèbre et les uns aux autres, comme seuls peuvent l'être des gens qui ont grandi dans le même foyer extraordinaire, reliés par quelque chose de presque impossible à expliquer à quelqu'un qui n'y était pas. L'histoire d'Elizabeth Taylor a été racontée de nombreuses fois. Les mariages, les diamants, les films, les scandales. Mais l'histoire de ce qui est arrivé à ces 4 enfants
de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont trouvé de l'autre côté et de ce qu'ils sont devenus, c'est celle qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Si cette plongée dans la vie des enfants d'Elizabeth Taylor a changé votre manière de voir l'héritage de l'une des plus grandes icônes d'Hollywood, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons aux histoires personnelles que les gros titres laissent trop souvent dans l'ombre. Rejoignez-nous pour continuer à explorer les chapitres cachés du passé. La prochaine grande histoire est déjà toute proche.